Messieurs du manoir, bonsoir, fit-il en ajustant sa casquette. Comme vous le savez déjà, l'opération Bougalou a été infiltrée. Des forces de l'ombre ont saisi l'occasion pour détourner une bombe à fragmentation nucléaire et essayer de rayer des innocents de la carte du monde. Des innocents de la carte du monde. Je dois vous informer que nous devons former un commando d'élite pour empêcher cette connerie. Cette bombe se trouve actuellement perdue dans cette zone de la carte du Moyen-Orient et vous serez parachuté afin de la désamorcer. C'est un engin de type B-61, une véritable destructrice de génération entière. Attention, vous serez les cibles de différents soldats qui n'hésiteront pas à ouvrir le feu sur vous dès que vous serez derrière la frontière. Ainsi, vu vos aptitudes surnaturelles, je n'ai rien à craindre pour votre santé. Aussi, je vous dis salut et débrouillez-vous. Ah, j'oubliais, le baron Samedi est notre nouvelle recrue. C'est un spécialiste du désamorçage de bombes. Il vient d'Haïti et vous embrasse tous. Puis le général se mit une cape noire et chevauchant un balai qui n'était autre qu'un missile RR amélioré, doté d'un guidage manuel, il s'envola en riant à tue-tête dans le ciel sombre, faisant une ultime garde à vous, sous le son d'une musique de sorcière. Niels, la direction du Pentagone. Niels prit la direction du Pentagone en s'accrochant à son mystérieux engin. Chevauchant le missile, la cape au vent, le général riait aux éclats dans la nuit. Il se mit à éternuer. En regardant en bas, il vit la ville illuminée. Mais les passants ne portaient aucune attention à ce bolide volant en altitude. Dès qu'il fut à hauteur de son domicile, il coupa l'alimentation de propulsion et ouvrit un parachute. Niels Abbott, enveloppant sa tête dans sa cape pour se protéger du froid, descendit du ciel vers le jardin de sa demeure. Dès qu'il fut à terre, une sirène retentit. Aux alentours, des projecteurs s'allumèrent vers lui. De puissants phares balayèrent tous les coins de son jardin. Puis sa femme apparut tenant un rouleau à pâtisserie. Elle lui courut après. Niels se mit à fuir dans plusieurs directions. Tout à coup, un piège à loup en plastique lui saisit la cheville, et il tomba assis, maîtrisé d'une hilarante façon. Son épouse s'approcha de lui et désignant une photo de grand format où il était en bonne compagnie. Abbott bégaya en promettant à son épouse de ne plus recommencer. Quelque part près de la frontière israélo-égyptienne, dans un no man's land de vent et de poussière, dissimulé dans un buisson de végétation, la bombe B-61 émettait des bips stridents, à peine perceptibles, toutes les 5 secondes, ce qui expliquait qu'elle était à retardement. Son affichage, cristaux liquides, laissait apparaître une semaine en heures et minutes. « Il faut retrouver cette bombe et la désamorcer, coûte que coûte !» cria le président Saxon en tapant du poing sur la table. « Elle n'était pas prévue dans le programme, fit celui-ci en se retournant, l'air gêné. Niels Abbott, la gorge serrée, pensait. « Monsieur le Président, j'ai formé une troupe d'élite spéciale afin de retrouver et neutraliser cette bombe. Je vous le promets, dit Niels en se levant. Dans les rues de New York, les journaux étalaient leurs titres. En gros caractères, alerte nucléaire, une bombe perdue risque de sauter face à l'incapacité de l'armée à la localiser et à la contrôler. Très vite, la panique s'empara des citoyens et des flots d'interviews submergèrent les télévisions. Le soir venu, au manoir, Niels convoqua toute l'équipe des monstres sacrés. Frankenstein, l'androïde, l'homme loup-garou, le comte de Dracula, la momie égyptienne et Baron Samedi, le zombie. L'infirmier du docteur Frankenstein, qui balayait dans le salon en prêtant l'oreille à tout ce qui se passait, sa silhouette trapue et bossue se détachait sous la lueur de l'âtre d'un feu de cheminée. Niels vérifia un système de sécurité anti-espion. Un minuscule boîtier à écran lui permit de s'assurer qu'il n'y avait aucune fuite.
Il décrit un cercle complet sur lui-même, activant l'ouverture du gadget entre ses mains, s'assurant qu'il ne fut point épié. L'écran afficha néant. « Tout va bien, les gars, nous sommes seuls. Je peux vous exposer de quoi il s'agit. En gros, désamorcer une bombe nucléaire. Nous serons parachutés d'un appareil dans cette zone. » Nils désigna des cartes géographiques indiquant le trajet à suivre. Comme vous le constatez, sur un rayon de 5 km toujours vers le nord, reprit Abbott. Vous serez équipé d'un appareil qui, tel un compteur Geiger, vous indiquera la position de la bombe, continua celui-ci. Le premier d'entre vous qui la trouvera devra informer les autres par communication radio en appuyant sur le bouton bleu qui s'allumera. Nous nous retrouverons autour pour la stopper. C'est très facile. Il suffit de pousser une manette pour couper l'alimentation électrique de mise à feu et geler le détonateur. Général, et si on nous tombait dessus avant, demanda Farid. Il vous suffira d'user de vos pouvoirs exceptionnels pour neutraliser ceux qui essaieront de vous empêcher de neutraliser l'arme au sol, fit-il en retournant sa casquette vers l'arrière. Leur hache est venue. Un énorme C5 Galaxy traversait la frontière, emportant à son bord toute l'équipe qui, sous les ordres du général Dill, s'attendait les dernières instructions. Il faisait nuit et le Galaxy avait éteint tous ses feux de navigation afin d'être non repérable par les forces au sol. Il volait en rasemotte. À très faible altitude, quand un message parvint au général Abbott, habillé en tenue de combat et se tenant debout à l'arrière de la cabine de pilotage. « Nous sommes juste au-dessus de la zone, les gars, dit-il, puis une sonnerie et des feux passèrent au rouge. Une trappe à l'arrière du C5 s'ouvrit et le jet prit de l'altitude en volant en cercle. L'équipé du manoir se prépara au saut en parachute. Chacun d'eux était super équipé et bien armé. Un altimètre afficha 1800 mètres d'altitude. Et Nils cria « Vous pouvez y aller » après que les feux passèrent au vert. Farid, le colonel égyptien, agent du CIA, sauta le premier, suivi de Talbot, puis vint le tour de Frankenstein. Dans la nuit, des parachutes sombres de camouflage s'ouvrirent toutes les 7 minutes. Le Galaxy continua à voler en cercle tout autour de la zone en achevant 5 tours complets et disparut dans la nuit. Nos drôles de soldats avaient des détecteurs de type Global Position System, GPS, boussole à cadran électronique qui, tels des instruments de navigation aérienne, donnaient les positions de la bombe et celles de la troupe. Frankenstein atterrit le premier. Il plia son parachute, Talbot le second, sur des figues de barbarie. Il hurla « Ouille !» Le colonel égyptien, possédé de l'entité martienne, se retrouva dans une flaque d'eau qui mouilla son pantalon. Il fit une grimace en se relevant. « Heureusement que l'eau n'est pas profonde, j'aurais coulé à pic, se dit-il, en ajustant son casque. Le comte de Dracula resta accroché à un arbre. Il dut couper les cordes de son parachute pour se libérer. Baron Samedi atterrit sur un mulet. Il trouva la situation hilarante et eut le fou rire. Il dut se cacher afin de ne point éveiller l'attention d'un village non loin de là. Mortimer Jumpy arriva en dernier, sanglé, soufflant, le chaud et le froid ajustant ses lunettes sans arrêt. Il ne put s'empêcher d'ouvrir sa braguette et souffla de soulagement. Le commando du manoir était maintenant au sol. Ses membres se cherchaient dans la nuit en se parlant doucement pour ne pas créer la panique. Sous un ciel étoilé, chacun marchait tenant son arme en direction spécifiée sur le GPS, vers le point de cheminement où ils devaient tous se réunir. « Nous sommes dans le No Man's Land » murmura Baron Samedi. « Oui, Baron, je vous ai reçu » répondit Mortimer en hâtant sa marche. « Je suis à 1 kilomètre derrière vous » dit Frankenstein. Tout à coup, une violente explosion se fit et le monstre de Frankenstein sauta dans les airs à plusieurs mètres de haut. Il retomba peu après assis et complètement noirci par le souffle de la bille anti-char qu'il avait amorcée en marchant dessus.
Ce n'est rien, les gars, juste une mine, fit-il en se relevant indemne. Nom de Dieu, se dit Dracula, on en a pour une demi-heure de marche. Je préfère me métamorphoser et voir tout autour de nous. Et il se changea en chauve-souris et vola, faisant la sentinelle pour ses compagnons. Frankenstein, qui avait sauté sur une mine, voulut contacter le reste de la troupe, mais le GPS, la radio, était hors service. « Yaoi, le système capote !» cria-t-il en le jetant au sol. Il resta sur place, préférant être rejoint par les autres. Des soldats israéliens ayant entendu le bruit de la détonation de la mine disposèrent des mortiers et un officier décida de pilonner le secteur. « Vous pensez qu'on nous attaque ?» demanda un bidasse. L'Israélien scruta l'horizon avec des lunettes infrarouges. Il fit une moue insignifiante. « Ah, pas le moindre mouvement de blindé. C'est la chaleur, probablement. Pour être plus sûr, pilonnons le secteur B77. Allez, et que ça saute !» fit le juif en lissant sa moustache. Sans en être averti, le manoir vit arriver sur lui des tirs d'obus et de mortiers. « Hé !» cria Mortimer, « ça pète de partout. On dirait 50 obus tombèrent en l'espace de 15 minutes sur toute la zone. Dans le C5 où somnolait Niels, un téléphone rouge sonna. « Général Niels, que signifie ceci? Vous lancez une offensive ou quoi ?» fit un chef d'état-major américain. « Il est question d'une bombe perdue. J'ai envoyé des gares pour la désamorcer. » expliqua Abbott en allumant un cigario. « Faites quelque chose dans le secteur B77 pour ne pas cuire mes hommes, général, reprit-il. Mortimer Jumpy s'adressa à l'équipe. « Ici Mortimer, on nous a détectés et je ne capte plus Frankie. Son spot a disparu de mon écran boussole, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Tangarchen, l'astronaute de penser à moi. Le système boussole est détruit, mais ma radio continue de fonctionner. Je vais au point de ralliement comme prévu sur la seule colline visible d'ici. Je vous retrouve là-bas. Débrouillez-vous pour trouver l'engin nucléaire et le désamorcer, » expliqua le monstre de Frankenstein en une voix gutturale et caverneuse. Puis il eut un long bip et la communication se coupa. « J'ai trouvé la bombe, elle est là devant moi, dans un buisson !» cria Talbot le loup-garou. « Ok, on te rejoint, fit Jumpy en rampant dans la nuit. » Toute l'équipe localisa la bombe nucléaire à retardement et les tirs de mortier avaient mystérieusement cessé. Le groupe se retrouva autour de la machine infernale qui émettait d'étranges sons. Tout en sueur, Baron Samedi s'approcha de la mini-bombe atomique. Il dit « Cela émet d'étranges cliquetis et une cresserelle de sons de fréquence. » Il sortit un tournevis rapidement et ouvrit un boîtier sur le côté de la bombe dont la forme évoquait la torpille. Les yeux fixés sur le mécanisme, Abdul surveillait les lieux par jumelles infrarouges. Tout semblait calme. Tout à coup, les Israéliens avaient cessé le bombardement. Baron Samedi découvrit un petit écran où s'inscrivait en lettres capitales « Danger » en rouge luminescent. Talbot le suivait du regard. Il devenait de plus en plus hâtif aux paroles du baron. Dracula s'approcha du groupe. Il posa un appareil sur la bombe, dont le contact pareillement fit la lumière sur les structures de désamorçage. Baron Samedi tira un fil bleu relié à un système de mise à feu. « Ça doit être le détonateur, il est verrouillé sur 2 en heure en affichage cristaux liquide. » L'appareil du vampire lâcha. Pour désamorcer, relier le fil bleu au vert par une simple liaison électrique, l'effet de mise à feu s'annulera. Bip. Baron Samedi sortit une petite trousse d'où il sortit un fil électrique. Il relia les 2 autres fils de couleur bleue et verte. Subitement, l'affichage s'éteignit sous le soupir de soulagement de tous les compagnons. Une chouette ulula dans le silence de la nuit. L'appareil du vampire continua. « À présent, relevez l'interrupteur et remettez les choses en place dans le boîtier. » Bip. L'homme de Haïti fit ce qui lui était demandé, et nos amis mirent la micro-bombe désamorcée dans un sac et gonflèrent un ballon où ils l'accrochèrent. Abdul s'adressa au supérieur. « L'engin a été neutralisé. Je répète, l'engin a été trouvé et neutralisé.
On l'envoie dans les airs, au secteur B77. À vous de le récupérer. » Puis il coupa la communication radio pendant 5 secondes et attendit. Déjà, le ballon de couleur sombre s'éleva dans le ciel du désert, dans ce no man's land perdu entre l'Égypte et la frontière de Palestine. Ici, Général Niels, je vous félicite. Opération de désamorçage et de récupération presque réussie. Puis, toujours agréablement entouré dans un salon vert du C5 Galaxy, il appuya sur un bouton. Un microphone surgit de la table du bureau volant. Le cadeau surprise est dans les airs, dans le secteur B77. Veuillez le cueillir immédiatement. Une demi-heure après, surgit d'une base aérienne à quelques dizaines de kilomètres de là, un appareil de l'armée égyptienne frappé d'une immatriculation de l'ONU, réduisant sa vitesse et mettant cap vers le ballon. Il le saisit de son nez à l'aide d'un équipement conçu pour cela. L'avion hélice disparut dans la nuit, emportant la bombe neutralisée. « Hurrah !» s'écrièrent les mercenaires en levant les bras de satisfaction. « On a le joujou !» fit Baron Samedi en désignant un indicateur électronique allumé sur son poste de communication. « Décompons, les gars, l'air va devenir malsain !» dit Frankenstein en montrant du doigt des militaires en progression vers leur zone. Surgissant de nulle part, un blindé de petite taille, son canon apparent, s'arrêta devant eux. Une porte s'ouvrit et de son toit, Mortimer apparut, souriant. « Salut le manoir, j'ai trouvé ceci, le lézard de Dieu. Engin motorisé super blindé. Venez vite vous réfugier tous. On file vers l'Égypte. Illico presto. » Tous se ruèrent dans le lézard de Dieu, et à la vitesse de 40 km à l'heure, ils prirent la route de l'Égypte. Soudain, une violente secousse ébranla l'engin. « Nom de Dieu, on a reçu un mortier israélien, » dit Talbot. Mais ce batracien a l'air de tenir le coup. Le blindé extrêmement puissant décupla sa vitesse au point d'atteindre 120 km/h en bougeant sous les coups de ce monstre des mortiers qui essayaient de l'arrêter. « Niels, fit le comte de Dracula. « Vous n'aurez pas le lézard de Dieu, » dit Frankenstein en saisissant les commandes pour remplacer Mortimer épuisé. Une rafale de canons mitrailleurs atteint l'engin qui continuait sa route insouciant. « Ah, 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 il est indestructible » hurla Frankenstein, qui commençait à avoir de la sympathie pour cette salamandre blindée. L'ordinateur de bord annonça « Rivière, droit devant !»« Tu peux accélérer, Franky, cet engin est submersible » poursuivi par une brigade de soldats excités qui de temps à autre tiraient des roquettes anti-chars. Le lézard de Dieu, dont la forme évoquait maintenant un scarabée bousier, disparut dans l'eau, laissant derrière lui de gros bouillonnements de bulles d'air et de boue. Les soldats israéliens eurent l'ordre de se replier. L'engin était déjà au-delà de la frontière égyptienne. Il roula pendant quelques minutes encore et s'arrêta. « Ah, plus de fuel !» s'écria Frankenstein en donnant un coup sur le tableau de bord. L'escadron israélien rebroussait chemin, mais un soldat regarda derrière lui à l'aide de jumelles infrarouges. Il aperçut le lézard de Dieu qui semblait en difficulté. Il désigna l'engin aux autres soldats qui décidèrent de revenir et de l'attaquer. Dans le blindé, déjà la porte s'ouvrait et Mortimer « Jumpy » s'écria. « Il y a des réserves de fuel en bidon cachées quelque part, c'est dans le mode d'emploi. » Le comte Dracula, lui, regardait tout autour. Il aperçut les Israéliens qui rappliquaient. « Oh, là, on va avoir de la visite, on dirait. »« Ça y est, j'ai approvisionné le réservoir, filons !» cria Mortimer en grimpant rapidement dans le blindé. Franky accéléra. La frontière était déjà dépassée, mais la colonne de véhicules israéliens en voulait apparemment aux gens du manoir. Des balles de mitrailleuses vibraient de toutes parts sur le blindage du lézard de Dieu. « Laisse-les approcher, » dit le loup-garou. Frankenstein ralentit l'allure et les véhicules gagnèrent du train. Lorsqu'ils furent sur le sillage de ce salamandre, l'homme loup-garou appuya sur un bouton et le reptile fit ses besoins en petite mine située en dessous de son pare-choc arrière. « Ah, Schwein !» dit Frankenstein en louchant vers l'arrière de l'engin dans un système de vue de caméra à l'arrière. Les engins israéliens sautèrent sur les mines par 2, par 3 et par 4. La colonne s'arrêta, incapable de poursuivre le combat en territoire étranger.
Ah, 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 éclata de rire le monstre de Frankenstein en faisant allusion à de la boue des scarabées de l'ancienne Égypte. Le super blindé léger motorisé, le lézard de Dieu, s'élança à grande vitesse dans la nuit désertique. Le manoir était visiblement sauvé. Des véhicules de l'armée égyptienne venaient à sa rencontre. Ils formèrent une position de défense, prêts à riposter contre la colonne israélienne si celle-ci venait à tenter un nouveau combat. Devant la jeep du chef de commandement égyptien, le lézard de Dieu s'arrêta net. Un homme de stature imposante se leva, portant un béret et lissant sa moustache, tel Montgomery. Il leva un bâton de maréchal et dit d'un accent anglais « Ce n'est pas du jeu, by Jove !» Mortimer sortit sa tête du super blindé et dit « Lieutenant Mortimer Jumpy, armé des casques bleus contingent des États-Unis, nous avons été contraints de pénétrer ce no man's land, colonel, pour désamorcer une bombe atomique. » Puis il salua l'officier. Je vois, et ceux d'en face vous ont donné la chasse dans cette partie du désert, n'est-ce pas ?» fit le colonel en ajustant son béret de ses deux mains. « Vous pouvez passer, lieutenant, suivez cette jeep vers la base d'Al-Khaïma. Quant à moi, je suis contraint de rester quelque temps ici afin de surveiller la frontière et éviter tout conflit. » Puis le colonel s'assit rapidement car il était debout et salua de sa main droite avec insistance. Déjà, le lézard s'engageait sur la piste poussiéreuse en suivant la jeep qui le devançait. Après quelques minutes, tout allait pour le mieux. Mortimer saisit les commandes. Mortimer saisit les commandes du blindé en restant dans le passage en restant dans le passage de la jeep à distance réglementaire. Une construction surgit des sables telle une casbah. Le manoir comprit très tôt que c'était la base militaire d'Al-Khaïma, en voyant flotter la bannière de l'ONU. Au-dessus d'une de ces tours, grande fut la surprise du groupe. Dans une chambre de commandement se trouvait assis sur un fauteuil, attendant tranquillement notre bon général Dils Abbott, vêtu d'une tenue militaire du désert tel Laurence d'Arabie. Le manoir se mit debout en ligne et salua. « Objectif atteint, général, fit Mortimer. Repos, fit Nils en se levant de son bureau. J'ai une surprise pour vous. Nous rentrons aux États-Unis. Ce soir, un avion viendra nous récupérer dans 2 heures. Cigare, dit Nils en tendant une énorme boîte ouverte. Chacun des hommes en prit un et, après l'avoir mouillé et déchiré à son bout, le fuma tranquillement. Dehors, les grillons chantaient. La chambre s'emplit de fumée. Frankenstein faisait des ronds d'une bien étrange forme, des têtes de mort. Un avion militaire se posa discrètement dans la nuit. C'était un Hercule C-130J. Une porte de l'avion s'ouvrit. Le manoir sortit de la base. Il était au complet, toujours dirigé par Nils. Il prit place dans l'avion. Un militaire s'adressa à eux. « Général Abbott, il y a du nouveau. Notre agent a été hypnotisé, celui qui devait venir pour nous guider dans la fuite au-dessus du désert n'a pu nous joindre. Cela a été indépendant de sa volonté. » « Comment cela hypnotisé ?» questionna Nils en grimaçant dans le C-130. Tous prirent place dans l'Hercule, malgré la nouvelle, et Abbott donna l'ordre de décoller. Dans la soute arrière, Frankenstein, le loup-garou, Dracula, Baron Samedi, la chose de Mars et Mortimer, tels des astronautes, se regardaient en silence. Comment cela allait-il finir? Se demandèrent-ils intérieurement. Les hélices de l'avion vibraient dans leurs esprits, les empêchant de fermer l'œil. L'appareil se posa dans une base en Égypte à Asyut. Peu après, le manoir fut mis en contact avec un groupe de diplomates qui présentèrent des billets d'avion à chacun. À l'aube, un 777-300 de la TWA emportait nos amis vers les États-Unis. Abbott, en civil, faisait les 100 pas dans le jet, sifflant un verre de whisky de temps à autre. Très loin de là, le docteur von Rosenstein flânait dans les rues de New York.
Personne ne pouvait savoir dans le regard de celui-ci qu'il était l'unique, le seul et véritable descendant du docteur Frankenstein, celui qui avait réussi l'impossible, ramener à la vie l'être rapiécé dont le corps fut découvert entre la Suisse et l'Autriche, il y a près de 200 ans. Mais comment ces mystérieux personnages avaient-ils donc réussi à rapatrier l'androïde aux États-Unis, redingote et chapeau noir, pour des millions de dollars et avançant l'hypothèse d'une recherche scientifique secrète, tirant sur la chaîne de sa montre et la sortant de sa poche, il regardait l'heure, pensant à sa créature et impatient de savoir ce que les Israéliens avaient bousillé en elle. Il acheta des saucisses, de grosses saucisses et un pain sec, une spécialité typiquement autrichienne, se délectant à la table d'un restaurant du pays. Rosenstein mangeait goulûment sans se douter. Une voiture s'arrêta devant lui, dans la nuit, à quelques dizaines de mètres. Helmut continua à manger, les yeux fixes. Il avalait machinalement son repas, évitant de se lever. Rosenstein but tranquillement, essuya sa bouche méticuleusement avec une serviette. Deux hommes de forte corpulence sortirent du véhicule et marchèrent vers lui doucement. Ils portaient de grands pardessus sombres et leurs têtes étaient couvertes de chapeaux. À présent, ils étaient là, devant lui, immobiles, les mains dans les poches. Le médecin sortit une vieille montre de sa poche droite et lut l'heure. Il était 23 heures. Les deux types ne lui adressaient aucune parole, se contentant de fixer des posters sur le mur derrière lui. Rosenstein remit la montre dans sa poche. Doucement, les deux hommes à la peau de couleur blême et aux yeux sans vie restèrent là, debout, silencieux, réglant la facture de son repas. Le médecin se leva, ignorant leur présence. Il marcha sur le trottoir vide de la ville. À un détour du chemin, il disparut dans la nuit. Les deux hommes le suivirent et s'aperçurent au bout de quelques minutes que Helmut avait subitement disparu. Helmut von Rosenstein s'était mystérieusement volatilisé. Qui était donc ce docteur Frankenstein, le descendant du non moins célèbre docteur Victor Frankenstein des 3 générations? Deux hommes en tenue sombre de l'autre côté de la rue se parlaient dans une auto. Ils ont réussi à le capturer. Démarre vite, dit l'homme assis à côté du chauffeur. La voiture démarra en trombe, loin de là, dans le manoir secret. La nuit du lendemain, Niels exposait ses plans pour délivrer le docteur Frankenstein. Debout, il détendait l'atmosphère en agitant ses bras doucement. Notre ami, le docteur Helmut, a été enlevé. La créature de Frankenstein assis dévissa son thorax et se mit à changer la pile nucléaire de son cœur calmement. Nous allons tout tenter pour le retrouver. Je vous le promets, continua Abbott. Howard J. Talbot, l'air inquiet, regarda sa montre, le visage blême. Bientôt minuit, dit-il. Le comte Dracula se leva, la cape rejetée en arrière. Général von Rosenstein doit absolument être retrouvé, et je vais agir en ce qui est de mon pouvoir pour le localiser. Il remonta l'immense escalier de marbre, et ayant atteint l'étage supérieur, il se transforma en chauve-souris dans l'obscurité et s'envola dans la nuit où la pleine lune se levait à l'horizon.